Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de notre podcast Des ici et des hommes. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un expert de renom en la matière, Jean-Philippe Tinsit, auteur du livre Stratégie digitale du silex au pixel, mais aussi enseignant à l'EM Lyon. Nous allons plonger dans un sujet qui touche chacun d'entre nous, que vous soyez entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou simplement curieux de comprendre comment le numérique a transformé notre monde. Comme nous allons le voir avec Jean-Philippe, le monde des affaires évolue rapidement et la technologie est au cœur de cette transformation. Il est là pour nous partager ses connaissances, son expérience et ses idées sur la manière dont le numérique a façonné la stratégie des entreprises, les opportunités qu'ils offrent et les défis qu'ils posent. On va explorer les tendances actuelles, les réussites notables, les défis courants et des conseils pratiques aussi pour les entreprises, quelle que soit votre taille. On espère que cette conversation vous inspirera et vous apportera des informations précieuses pour votre propre expérience et vos propres domaines. Sans plus tarder, je vous présente Jean-Philippe Tinsit et je vous invite à le découvrir. À tout à l'heure. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Bien, et toi? Écoute, ça va très bien. Merci Je de me suis, recevoir. je suis ravi de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Des ici et des hommes. Je vais te laisser, je te laisserai te présenter après, mais il y a une petite question que tu as pas eu le temps de préparer, peut-être, que je pose à tous mes invités pour les mettre un peu dans l'ambiance. C'est quoi ton premier souvenir de numérique? Mon premier souvenir de numérique, bon d'abord, tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast, hein. Je suis ravi de faire partie de la liste de tes invités. Mon premier souvenir, il est très clair. Je dois avoir 8 ou 9 ans et je déballe un Amstrad CPC 464 sur la table du salon de chez mes parents. Mmh. Mon père était médecin, il avait rêvé d'être ingénieur et en fait, il avait hésité entre ingénieur et médecin. Finalement, il avait fait médecine, mais il avait jamais quitté le goût pour la technologie. Et quand l'Amstrad est sorti en Angleterre, il a réussi, je sais pas, par un copain, je sais pas exactement comment il a procédé, mais il a réussi à en avoir un. Mmh. Et donc mon premier souvenir, c'est l'ouverture de l'ordinateur, le fait de le brancher, cet écran bleu avec, cette petite diode, jaune qui clignote en haut à gauche et ne pas savoir quoi faire, chercher dans le manuel, trouver qu'il faut taper CTRL et voir les lignes qui s'affichent de code et ensuite de basique, hein, donc je savais pas ce que c'était et ensuite Mmh. pouvoir commencer à faire des choses. Donc c'est ça mon premier souvenir. J'ai ensuite appris à coder et en basique. Et ouais, j'avais 9 ans peut-être, ouais, peut-être 10 ans. J'ai appris à coder en basique et j'ai appris à coder des jeux. C'est ça mon 1er souvenir, donc c'était très jeune. Ce qui est Mmh. la norme maintenant, en fait. Il y a plein d'enfants qui découvrent très tôt, hein, mais moi, Oui. c'est ça mon premier souvenir. C'est assez émouvant. J'en parle de temps en temps, hein, dans mes lives Ouais. ou dans mes Mmh. émissions. Dans mon dernier bouquin, j'en parle. Oui. J'en parle parce qu'en fait, ça a été un truc incroyable pour moi parce que je me suis dit: «Putain, c'est des trucs comme ça que je veux faire, en fait». Mmh. Je codais des jeux et je me disais: «Mais je ferais bien ça, toute ma vie». C'est pas ce qui s'est passé, hein, mais à Oui. cet âge-là, je me suis dit: «Je ferais bien ça toute ma vie, en fait». Oui, oui. En plus, voilà, c'était, on va dire, l'ancien temps que j'ai connu aussi de développement où on découvrait ça avec nos yeux d'enfant. Voilà, c'est vrai qu'un enfant maintenant, tu lui montres ça, voilà, il a déjà vu tellement de belles choses faites sur le numérique que voilà, mais nous, c'était une grande découverte, quoi. Il y avait pas internet n'était pas développé, ça n'était pas développé du tout même. Non, Heu, on n'était pas voilà, donc ouvert au on grand avait public, ouais, on avait notre disquette. c'est ça. Notre disquette qu'on mettait, on le faisait sous douce, voilà, ça Alors moi, en plus, c'était les heu, cassettes et puis, alors je ouais. rappelle ça pour ceux qui nous regardent, ceux qui n'ont pas connu et puis ceux qui ont connu, ça leur rappellera quelque chose. C'est qu'on faisait tout en ligne de commande. Oui, oui, C'est-à-dire, c'est ça. il y avait Mmh. pas d'interface, en fait. Il y avait Mmh. pas encore, Windows. Dose. Mmh. Il y avait pas de DOS du tout, en fait. On Mmh. faisait tout, C'est donc on vrai. devait apprendre le basique si on voulait faire quelque chose avec l'ordinateur. Autrement, il était complètement inutile et Oui. moi, j'utilisais des cassettes parce que le 464, c'était sur des cassettes. J'ai jamais eu le 6128 et ensuite, j'ai eu un Oui. Amiga où j'ai commencé à taper des lignes de commande en basique et j'ai découvert qu'en fait, c'était pas le même langage et là, j'ai découvert qu'en fait, quand on changeait l'ordinateur, on devait tout réapprendre mais oui, moi, j'ai des souvenirs très émus de cette période-là qui sont en fait mes périodes de découverte, de prise de contact avec l'ordinateur, mais pas de prise de contact vraiment avec l'informatique. C'était pas tant l'informatique qui m'intéressait que ce que je pouvais faire avec cette machine
pour répondre à des questions qui Mmh. m'occupaient, moi, dans la vie. Des trucs tout simples, hein, des trucs genre, me divertir avec un jeu, mais j'aimais pas les jeux qu'on avait sur cassette parce que c'était pas bien, donc j'ai essayé d'en faire. J'ai changé les couleurs des jeux, rentrer dans le code du jeu. J'ai découvert comment le faire avec un copain allemand à l'époque qui m'avait expliqué la méthode parce qu'on n'avait pas internet, en fait. Oui, Aujourd'hui, oui, ça c'est prend sûr. 3 minutes. On Ah oui, requête c'est dans sûr. Google, on a la méthode et on sait faire. Là, on ne pouvait pas. J'avais un copain allemand qui savait faire, qui m'avait écrit la procédure pour rentrer dans le code d'une cassette. Enfin, j'avais l'impression de la meilleure métaphore. Je sais pas si il y a, il y a un livre qui s'appelle L'or de Blaise Cendrars. Et dans Mmh. ce livre, il parle de la frontière. C'est un livre sur la découverte de l'or dans l'Ouest américain. Et il parle de la frontière qui a été constamment repoussée par les Américains au fur et à mesure. Bon, c'était des colons à l'époque, mais et j'avais Mmh. un peu cette impression-là de frontière, en fait, où j'avais des frontières dans ma vie. Quand on a allumé l'ordinateur, que j'ai découvert ce que je pouvais faire, putain, les frontières ont été repoussées de plusieurs kilomètres. Quand j'ai commencé à apprendre à coder, que j'ai découvert tout ce que je pouvais faire une calculatrice avec l'ordi, je faisais mes devoirs avec, j'ai repoussé une nouvelle frontière. Enfin, j'ai cette Mmh. impression de frontière que j'ai repoussée. Et donc, c'était pas tant l'informatique elle-même, plutôt que ce qu'elle permettait de faire. C'est pour ça que j'ai toujours tendance à dire que c'est l'usage qui prime Oui. sur l'outil. Oui, parce qu'en fait, déjà, on apprenait à utiliser l'ordinateur et on découvrait au fur et à mesure. C'est C'est ça, vrai que, maintenant, il y a enfin, les découvertes, c'est pas que c'est plus difficile, mais tu as tellement accès à l'information rapidement que tu c'est ça. découvres enfin, que les enfants découvrent moins. Voilà, tu leur montres Google, ça leur fait, ni chaud ni froid. Enfin, voilà, mes enfants qui ont, 6 et 8 ans, Google, eux, c'est enfin, voilà, c'est c'est pas un ami, mais presque, on va dire, pour Ouais, exagérer, mais complètement. c'est voilà, c'est mais voilà quoi, c'est différentes étapes, on va dire aussi qui passent. On y reviendra parce qu'il y a l'IA aussi qui est là, enfin qui est une C'est autre ça. étape, avec GPT, mais ça voilà, on en reparlera. Mais c'est aussi pour Heu, ça que sur LinkedIn, je parle très souvent d'apprentissage par l'erreur, parce que moi, je mmh, l'ai appris, mais je l'ai appris de la façon dure, en fait, hein. Vous savez, comme le disent les Américains, «the hard way». Pour une mmh, raison qui est très simple, c'est que vous pouvez coder un code en basique qui fait, 800 000 lignes, 5 000 lignes. S'il y a une virgule quelque part qui déconne, vous avez mis un mmh, point-virgule à la place d'une virgule, rien ne marche. Et rien ne mmh, vous dit où est l'erreur. On vous dit juste qu'il y a une erreur. Donc il faut se retaper tout le code, chercher l'erreur ligne par ligne et donc l'erreur, donc mmh, l'épreuve générée par l'erreur produit l'acquisition des compétences. ouais, Et moi, j'ai découvert ça comme ça et donc c'est la ténacité aussi. Parce qu'en fait, mmh, vous voulez faire un jeu, il fait 2000 lignes. S'il y a une erreur dedans, ça marchera jamais. Il faut que ça marche parce qu'on n'a pas passé 3 ou 4 jours ou 5 jours ou une semaine à coder le truc pour finalement avoir, 2000 ou 3000 lignes qui fonctionnent pas. Donc on va trouver la solution. Mais peut-être qu'il nous mmh, faudra 10 jours pour la trouver. Plus de temps qu'il a fallu pour coder le jeu. Voilà, j'ai découvert ça à 8 10 ans mmh. et j'ai Bah, gardé ça. c'est enfin, c'est marrant, enfin, tout ce que tu dis, parce qu'on peut faire le lien aussi avec le parallèle sur, les entreprises. Comment ça se passe? C'est que, Ouais, enfin, les entreprises ont évolué. Enfin, il y a une évolution numérique des entreprises au fil du temps. Heu, voilà, elles ont aussi vécu ce passage, comme tu dis, de l'Amstrad jusqu'à maintenant où elles voient tout arriver, l'intelligence artificielle. Mais toi, comment tu appréhendes un petit peu ce enfin, comment tu vois aussi cette manière dont le numérique a évolué? Alors peut-être avant de répondre à cette question que tu te présentes parce que ça ah voilà oui. ton parcours, ce que tu fais, enfin aussi tu as écrit un livre qui est bien en rapport avec ce qu'on vient de dire, hein, finalement, qui s'appelle «Du silex au pixel». Voilà, je trouve le titre, assez intéressant, mais tu pourras aussi l'expliquer. Voilà, est-ce que tu peux te présenter et puis après on reviendra sur ces sujets-là, Ouais, c'est l'évolution vrai que j'ai numérique commencé d'avant? à parler Non, mais de c'était mon très bien. enfance et de la découverte du digital et j'ai pas, je me suis pas présenté, donc je m'appelle Jean-Philippe Timsit. Je suis un expert du digital, j'en ai en fait, j'ai toujours été dans le digital. On n'appelait pas ça le digital, moi, quand j'étais gosse, hein. Pendant longtemps, on a appelé ça il y a eu plein de noms, en fait, hein. On a appelé ça, les, technologies de l'information, puisqu'on fait on le différenciait, système d'information avec technologie de l'information. Yes. Enfin, il y a eu plein de termes. Aujourd'hui, on parle de numérique ou de digital, utilisez le terme qui vous convient. Bon, moi, je fais ça depuis très longtemps, en fait. Globalement, quand j'y réfléchis, je fais ça depuis que je suis gosse. J'ai un doctorat en stratégie
Je suis docteur depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Je suis professeur à EM Lyon, où j'enseigne la stratégie digitale et où je forme essentiellement des dirigeants. Et je crée des programmes ou pour les dirigeants ou en formation continue, donc formation tout au long Ouais. de la vie, ou alors des masters, donc dernière année pour nos étudiants. Et mon métier, et l'essence de mon métier, c'est d'écrire et de produire de la connaissance. Donc j'ai écrit de nombreux articles en stratégie, un peu sur le digital. J'ai écrit de nombreux chapitres plutôt sur le digital, puisque les articles scientifiques sont plutôt sur la stratégie et mes chapitres de bouquins sont plutôt sur le digital lui-même. J'ai écrit 2 bouquins, hein, il y a 4 ans, il y a 2 ans. Je sors un livre tous les 2 ans. J'en sors 2 d'ici quelques semaines, 2 d'un coup. D'accord, 2 Hem d'un coup. Ouais, Ah 2 ouais. d'un coup, un en anglais, Ça un en sera français. ça sera quand? Parce J'espère que mi-novembre. d'accord, OK. Ça marche J'espère donc mi-novembre. le podcast sera déjà sorti, mais Ah ouais, je bah, c'est n'hésiterai formidable. pas Et à bah, le écoutez, à le à donner les infos, plus tard, ouais, quand ils passez me seront faire un sortis. coucou sur LinkedIn et vous verrez les sorties des bouquins. Heu, Oui, les livres sont écrits, mais la partie la plus longue pour moi, c'est l'édition. C'est-à-dire que c'est le retour au texte oui, pour relire le texte, le peaufiner, et cetera. C'est pour moi, enfin, écrire le bouquin, c'est mon métier d'écrire, donc j'écris tous les jours. Mais peaufiner le texte pour qu'il corresponde exactement à ce que je veux dire dans un cadre précis. Par exemple, du silex au pixel, l'objectif, c'était un livre qui se lit en 2 heures et qui peut être lu par n'importe qui, quel que soit son niveau d'avancement dans le digital. Et donc, oui, ça a été mon livre le plus long à écrire parce que pour qu'il se lise en 2 heures, il fallait qu'il fasse moins de 200 pages et qu'il oui, soit lu par tout le monde. Il fallait qu'il y ait la technicité, mais aussi toute l'explication de la technicité. Enfin, ça a été mon livre le plus difficile. Et donc voilà ce que je fais. Je parle de digital, je publie tous les jours sur LinkedIn sur le digital. J'ai une chaîne YouTube où je parle de digital, oui. voilà, c'est mon métier et ma passion, De hein. tout Enfin, Oui, bah, ça j'espère que tes auditeurs s'en rendent compte, hein. ouais. C'est mon truc. J'ai la chance dans la vie de faire mon truc. Ouais, ouais et puis, enfin, ça se sent de toute façon. Enfin, moi, enfin, on s'est connus, via un événement où tu animé, un petit talk, enfin, un Ouais, je grand donne des talk, conférences voilà. effectivement, ouais. Voilà, une belle conférence et c'est ouais, c'est clivant. Enfin, on sent que tu es passionné et puis, surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as dit, tout à l'heure, c'est il faut d'abord parler d'usage avant de parler de techno Tout à fait. et ça, c'est un des messages forts que je fais passer à travers le podcast. Parce que, voilà, il y a trop de gens qui parlent techno et derrière techno, on voit aussi solution. Mais avant, voilà, est-ce que j'ai bien pensé à mes usages? Est-ce que j'ai bien pensé à mes besoins? C'est bien. Voilà et je prends une citation là que j'ai lue dans ton livre, du Ouais, silex au pixel. Et je pense que ça fait le lien avec ce que je viens de dire, c'est la technologie ne peut pas être une fin en soi. Elle doit servir à améliorer l'expérience client et à créer de la valeur pour l'entreprise. ça. Moi, je trouve que cette phrase, c'est important. C'est que enfin moi, c'est un de mes créneaux aussi pour mon métier de consultant et de conseil, c'est que le numérique ne doit pas être un frein pour la stratégie de l'entreprise. Il doit être un levier. Voilà, c'est un outil qui va aider, mais voilà et on voit enfin, moi, de mon point de vue, je vois trop souvent de gens qui sont freinés par le numérique parce qu'ils ont oublié de penser usage. Toi, comment tu ressens ça aussi dans ta vision, dans ce Mmh. que tu peux voir? Alors, une de mes activités, les plus importantes, c'est conférencier. Donc je donne des Ouais, conférences dans les entreprises et les entreprises qui m'appellent, elles m'appellent justement pour cette question-là. Il y a ouais, énormément d'entreprises qui m'appellent pour me dire: «Voilà, on a construit une stratégie, on a du mal à plugger tout ce qu'on veut faire en digital avec notre stratégie» et dès qu'on a du mal à faire l'un et l'autre, c'est que la stratégie a été mal conçue, en fait. Et donc, ouais, c'est sur ces sujets-là que j'interviens très souvent au niveau des boards ou au niveau la Digital League. Là, c'était des dirigeants qui étaient invités, qui voulaient entendre parler de digital. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que tout part de la stratégie. C'est la stratégie qui va tout ouais, guider. La stratégie, on est à un point A, on a identifié l'endroit où on se trouve, on a identifié notre marché, on connaît nos concurrents, on connaît nos clients. On veut aller à un point B. C'est la direction qu'on se donne, c'est l'objectif qu'on se fixe. On l'atteindra pas et c'est pas très grave parce qu'au fur et à mesure du travail, le point B va changer, mais on vise le point B. C'est la stratégie qui décide. Et ensuite, on choisit en termes de stratégie digitale, en termes d'investissement dans les technologies, on choisit ce qu'on va faire. Mais tout ce qu'on va choisir va être lié à une seule chose qui est la plus yeah, importante, c'est le client.
La Bah, clé de tout, Mmh. c'est de positionner le client au cœur du mécanisme de création de valeur. C'est pas la Ouais. technologie qu'on positionne au cœur. On n'investit pas en technologie parce qu'on veut développer une nouvelle technologie. On investit en technologie parce qu'on veut donner de la valeur différemment au client. On investit en technologie parce qu'on veut que le client perçoive notre offre d'une manière différente des concurrents. On investit en technologie parce qu'on veut que le client découvre une valeur qui n'est délivrée par aucune autre entreprise et qu'il reconnaîtra comme étant exactement ce qu'il recherchait depuis longtemps. C'est pour ça qu'on investit en technologie. Les entreprises qui investissent en technologie pour la technologie, ce sont la plupart du temps des entreprises qui sont ce qu'on appelle techno-push, c'est-à-dire qu'elles ont été drivées par la technologie et elles sont souvent dirigées ou par des ingénieurs ou par des gens qui viennent de la recherche dans le domaine de la technologie. Et c'est Ouais. normal qu'ils réfléchissent comme ça parce que la technologie a toujours été au cœur de leurs préoccupations. Ces entreprises-là, elles sont en difficulté généralement. Et pour qu'elles marchent, elles ont très souvent recours, les dirigeants doivent s'entourer de personnes qui comprennent ce qu'est la Customer Centricity. La Customer Centricity, c'est le fait de poser le client au cœur de tous les processus, dont surtout le processus de création de valeur, le business model. Et c'est là où on voit apparaître aussi des nouveaux métiers Oui, dans ces entreprises-là, tout ce qui est customer success. oui, C'est voilà, tout ce qui est côté expérience client. On voit aussi, enfin je sais pas si on peut dire des nouveaux métiers, mais enfin des métiers récents plutôt, on va dire, tu sais, du UX designer, donc oui. des gens qui travaillent sur l'expérience utilisateur, dans les applications, mais pas que, hein, parce que ça peut être aussi dans plein de choses, hein. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui est designer. Il travaille autant dans l'UX que dans d'autres sujets Ouais, dans le marketing, par exemple. C'est voilà, dans le marketing, c'est comment améliorer, enfin, pas améliorer, mais oui, si, comment améliorer l'expérience utilisateur et comment recentrer tout autour du client et heu et ça, je Alors en trouve que fait, cette c'est des métiers apparition, ch mais ouais, c'est ce que tu allais dire sûrement, mais c'est récent tout alors ça. cette apparition des nouveaux métiers, euh, alors ça c'est un point qui est important à clarifier. On a plein de choses qui nous semblent nouvelles, mais qui étaient déjà là depuis longtemps. Je vais prendre Oui, l'exemple de l'intelligence artificielle. La Mmh. plupart des gens, 99% des gens autour de nous, découvrent l'IA avec ChatGPT qui a été lancé fin novembre. Je souligne un truc, hein, le ChatGPT lancé fin novembre et le ChatGPT qu'on utilise aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, hein. Le ChatGPT de fin novembre, il faisait quasiment rien, il corrigeait l'orthographe, mais et le ChatGPT qu'on a aujourd'hui, le 4, c'est extraordinaire. Enfin, la différence entre les deux est absolument remarquable. C'est vraiment le jour et la nuit. Mais il faut savoir un truc, c'est que l'intelligence artificielle, ça date des années 60. Tout ce qu'on fait en IA tient ses origines dans les années 60 et dans les premiers modèles d'analyse itérative de comportement, par exemple. Il y a eu des travaux dans les années 70 qui étaient comment est-ce qu'un ordinateur peut améliorer son code, par exemple. Ouais. Et donc, il ne le faisait pas tout seul, mais il faisait des propositions. Donc, ça existe depuis longtemps. En marketing, on parle d'expérience client depuis très longtemps. C'est juste qu'on ne le faisait pas vraiment. Et depuis quelques années, je dirais 5, peut-être 10 ans, ce qui s'est passé, c'est que dans la chaîne de création de valeur, dans l'entreprise, on va prendre par exemple l'articulation entre marketing et commercial. euh, la plupart des postes étaient des postes qui étaient macro. On faisait plein de tâches. Et avec l'arrivée du digital et la structuration autour de logiciels comme le CRM, on se retrouve à hyper spécialiser les membres des équipes. Donc avant, vous aviez le community manager, par exemple, qui gérait ce qui se produisait en ligne, qui produisait les contenus, qui animait la communauté sur les réseaux sociaux, qui produisait les vidéos. Community manager, il faisait tout ce qui avait attrait à la communauté. Maintenant, on ne fait plus ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va Mmh. s'occuper des contenus, qui va être spécialisé. Et dans les grosses entreprises, ils sont une dizaine ou 7 ou 8, et il y a un directeur des contenus. Donc il y a des gens qui vont rédiger des contenus, qui sont experts dans la rédaction des contenus. Il y en a qui sont experts dans la génération d'engagement sur les réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui vont être experts dans la réalisation de vidéos, qui vont engager ou qui vont produire de la viralité. C'est qu'en fait, on a découpé les tâches. Et c'est pareil pour le métier de commercial. Avant, le métier de commercial, c'était quoi? On faisait AIDA en fait. Ça allait de la découverte jusqu'à la clôture. Sauf que maintenant, c'est le marketing qui fait la découverte. Donc le Oui. marketing fait la découverte, le lead qui est qualifié comme chaud, il tombe dans le CRM, il arrive chez le commercial et le commercial fait le closing. Donc les tâches ont été segmentées. Et comme
on a affiné, je dirais plutôt même d'ailleurs, la segmentation entre les tâches. À chacun de ces segments a été attribué un nom et donc un métier. Et en fait, ces métiers-là, qui deviennent des spécialisations, en fait, étaient menés par des gens qui menaient beaucoup de tâches différentes. C'est pour ça qu'en fait, c'est pas vraiment des métiers nouveaux. Ce qui est nouveau, c'est le phénomène de spécialisation et même dans certaines entreprises de surspécialisation. Il faut être honnête, Ouais. mais c'est ce mécanisme de spécialisation qui lui est nouveau. C'est qu'avant, quelqu'un qui écrivait des contenus, il gérait aussi les réseaux sociaux, et maintenant il produit du contenu. C'est ça son boulot en fait. Et son contenu, il Ouais. doit être très engageant. Donc les métiers se sont surspécialisés. Et c'est vraiment ça qui est nouveau. Et ça affecte beaucoup les carrières dans les entreprises. Donc ça, c'est en Ouais. aval. Et en amont, ça affecte beaucoup les études que les jeunes Ah oui. vont pouvoir suivre. Oui, mais je te rejoins, j'en parlais, je crois, la semaine dernière, où il y a maximum 2 semaines avec ma belle-sœur qui est graphiste et qui, en fait, elle Le se métier dit: se «Mais transformait alors. maintenant, je suis graphiste, quoi, je vais le rester toute ma vie si je fais pas C'est quelque ça. chose», et en fait, elle est obligée maintenant, pour changer de ce métier, de refaire une nouvelle formation pour Ouais, essayer d'être chef de projet, marketing communication. tout Mais à voilà, fait. c'est on rentre dans des spécialisations, on est moins ouvert, et ce qui pour moi présente un risque parce que on je crois qu'on doit avoir cru comprendre que les métiers de graphiste, ça commence un petit peu à être un Ouais, peu c'est plus virtuellement compliqué. terminé, ouais, pour les Oui, graphistes. Ouais. voilà, donc et en fait, ces gens-là, bah, se retrouvent finalement ceux qui sont formés parce que les formations sont encore en train de se faire, hein. Il y a encore des sorties Tout de à fait. personnes qui sont graphistes, et ben elles vont se retrouver, fermées à devoir, reprendre leurs études, et Alors voilà, ça mais va être après très ça. difficile pour les graphistes. On savait que ça allait être difficile, mais depuis qu'Adobe a sorti la mise à jour sur Photoshop, où maintenant, honnêtement, avec zéro compétence, même moi, j'arrive à retaper une photo, alors que moi, je suis vraiment très, très nul, hein. Je suis Ouais, daltonien, hein, donc j'ai vraiment du mal avec les couleurs, ouais. et maintenant avec Photoshop, avec, le plugin d'IA qui a été rajouté, putain, mais n'importe qui peut retaper une photo et en faire quelque chose de très joli. En fait, oui, le métier de graphiste, ça va être très, mais c'est pas le seul métier, hein, qui Oui. va être en difficulté. Il y a plein de métiers qui vont être en difficulté. D'un autre côté, il y en a plein d'autres qui se spécialisent. Donc oui, très clairement, quelqu'un qui a les compétences de graphiste va être Mmh. extrêmement utile dans une entreprise, mais dans d'autres fonctions que travailler à la tablette graphique. Par exemple, en marketing, sur la production de contenu, quelqu'un qui est Ouais. graphiste va être très utile. Sur la détermination des bonnes couleurs pour le bon client, pour envoyer le bon signal symbolique, là, il est très utile. Pour créer de la valeur, on a besoin d'intelligence. Sauf que Et l'IA fait que cette intelligence humaine, elle va être à des endroits différents de ce qu'on faisait il y a 5 ou 10 ans. ouais. Et enfin, moi, c'est parce que tu disais qu'il y a des métiers qui sont en danger. Moi, je dirais que c'est plutôt il y a des métiers qui vont évoluer, Ouais, qui tout à fait. évoluent, et ça, bon, forcément, je suis pas à la place des gens qui sont là. C'est pas, enfin, moi, pour l'instant, mon métier, est pas vraiment touché par tout ça. On peut en rediscuter, mais plutôt, voilà, moi, j'accompagne dans la transformation numérique, nos clients. Donc forcément, ben, voilà, tous ces sujets-là, on doit les regarder, on doit les appréhender, on doit leur faire comprendre qu'il y a des choses, qui doivent évoluer. Ça, ce que je veux dire, c'est qu'il faut évoluer. Enfin, si tu prends le cas d'une entreprise, qui arrive sur le marché, qui apporte, une stratégie digitale par rapport à son marché, elle fait peur. Enfin, on a entendu ce mot ubérisation régulièrement. Quand on a vu Ouais. Uber arriver, ça a fait peur aux taxis, parce qu'ils amenaient un service aussi qu'ils n'ont pas, les taxis. Enfin, je vais peut-être me faire tirer dessus par tous les taxis de France, bientôt, mais en fait, tu as un service qu'on attendait. Il y avait un besoin, Ouais. Tu as une expérience utilisateur qui est quand même top. Alors après, Ouais, c'est la peu valeur. importe le chauffeur ou les choses comme ça, mais moi de savoir, j'ai appuyé sur un bouton pour appeler un taxi, pour savoir dans combien de temps il arrive, que je sache le coût de ma course, et cetera, et cetera. Mais pour moi, c'est un service que j'attends. Enfin, parce que monter dans un taxi, tu te dis: «Bah, vous allez là-bas», voilà, et tu payes à la fin. Voilà, et je trouve que, hem, il y a des métiers qui changent, il y a des secteurs d'activité qui changent, et je pense qu'il faut essayer de s'adapter, et peut-être que nous, alors en France, je parle que de la France que je connais, on n'est peut-être pas assez, agile dans la manière dans l'éducation, dans les études pour améliorer tout ça parce que c'est très lourd.
Mais voilà et puis après dans les domaines d'activité, bah, dès qu'on commence à avoir peur et ben, on recule, ce qui est humain, hein, je dis pas. On recule et puis on reste finalement des fois dans l'état, pour reprendre le titre de ton livre, on reste dans l'état, silex quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, Heu, il je y sais pas a ce il y que a tu en penses de ça? bah, il y a plusieurs choses très importantes. D'abord, ce que Uber a apporté, c'est de la valeur. Mmh. Il y avait un besoin de valeur qui n'était pas délivré par les acteurs en place, pour une raison très simple, on était dans une situation de quasi-monopole. Donc il y avait une situation qui était stable, pas pas de nécessité d'évolution puisque tous ceux qui étaient acteurs, s'en tiraient convenablement, situation. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de taxis pour qui la vie était très difficile, hein, parce que l'achat de la licence coûte très, très cher. Mmh. Le remboursement de la licence, enfin quand on paie 400 000 ou 450 000 € de Oui. licence, à Paris, enfin on le rembourse pendant très, très longtemps. C'est une maison, hein, pour la plupart des Ah gens, hein. oui, bah, Donc c'est impressionnant c'était le ouais. coût que ça peut avoir quoi. Enfin, c'est clair C'était que très c'est difficile. ça Le ah résultat, oui, c'est c'est que clair. Uber a fait baisser alors là, je sais pas si tu as vu, mais ce matin, alors ça permettra de dater aux gens l'enregistrement, mais ce Mmh. matin, il y a 2 300 ou 2 400 taxis qui ont attaqué Uber Mmh. pour, contester, la valeur générée par Uber. Ce qu'eux disent, c'est que cette valeur, elle a pas été générée, elle a été captée aux taxis qui étaient en place, qui eux, avaient une licence pour la capter cette valeur. Donc Mmh. là, la plainte a été déposée ce matin. Ce qui compte vraiment pour les gens, c'est pas le vecteur, c'est pas le digital. C'est pas le fait qu'on le fasse par internet, c'est pas le fait qu'on utilise un logiciel, c'est pas ça. Ce qui compte vraiment pour les gens, c'est en quoi on les aide. C'est ce qu'on propose, est-ce que ça leur rend la vie plus simple? Est-ce que ça leur rend la vie moins chère? Est-ce que Mmh. ce qu'on propose génère un contraste dans la vie des gens qui fait que ce contraste fait qu'il y aura un avant et un après et que l'après, au regard de ce qu'on a proposé, il est quand même vachement plus sympa que l'avant, en fait. Bien sûr. Et c'est ça la clé du truc est là. Donc il faut vraiment gamberger valeur et c'est la valeur qui va être générée pa c'est la valeur que représente l'offre qui fera la différence et Mmh. et donc le digital permet de générer de la valeur pour les gens d'une manière différente. Uber, il a permis à tout le monde d'avoir un taxi dans la poche. Moi, j'ai vécu à Paris pendant longtemps, quand on rentre le soir, choper un taxi, c'est difficile. C'est Mmh. difficile. Avec Uber, c'est devenu super simple du jour au lendemain et on s'est tous posé la question, on s'est tous dit: «Mais pourquoi G7 a pas fait ça avant, en fait?» Maintenant, il y a Mmh. l'application G7 d'ailleurs et Oui, G7 fait la c'est même vrai. chose et G7 ça marche très bien. Ça marche Hein? très bien. Si Uber aura permis quelque chose, c'est de moderniser, ce secteur d'activité. Ouais. Mais il y a plein d'autres domaines comme ça. Mais ce qu'il Ah faut oui, garder en tête, c'est est-ce qu'il y a de la valeur qui a été générée pour les gens? Et mais c'est le seul point qu'il faut garder en tête. Ensuite oui et puis si je te coupe vas-y, juste vas-y. là-dessus, c'est vrai que c'est ce que tu redisais au début, c'est aussi il y a de la valeur parce qu'il y a un usage qui a été étudié. Enfin, Voilà, c'est Uber, ça, c'est il y a parce un qu'il usage a qui a été pensé identifié. ouais, qui a été identifié. Tu peux parler d'exemples comme Doctolib aussi, tu peux parler d'exemples comme voilà, il y a un usage qui permet mais de simplifier la vie des gens, de nous, en tant que patients pour Doctolib, mais aussi, heu, des, hem C'est des ça. médecins qui n'ont pas la possibilité de se payer une assistante pour gérer leurs agendas rendez-vous et qui, étaient obligés à chaque fois de répondre au téléphone pour dire, voilà, quand ils étaient en patientèle, quoi, donc Alors Doctolib aussi a fait quelque chose, c'est qu'il a fait baisser le taux de no-show. oui, Parce que le alors ça, no-show ouais. est un Mmh. est un est un coût très important pour les médecins Mmh. et il a fait baisser le taux de no-show. Ouais, en Ouais. en fait, ce qui est assez flagrant, c'est, un un service ou un ensemble de produits, une offre, disons de manière Mmh. générale, qui est vectorisée par le digital, ne fonctionne que si elle permet de régler un problème que le consommateur avait et pour lequel il n'avait pas de solution. Mmh. Et il y a des choses très, très simples, hein. C'est faire nos courses, c'est commander certains produits qu'on trouve pas. Je prends un truc très simple. Moi, je lis beaucoup de bouquins en anglais et quand je commandais Mmh. à la Fnac, moi, les bouquins, je les avais des fois un mois et demi, 2 mois après parce qu'en fait, à la Fnac, ils m'expliquaient: «Bah, nous, faire venir les bouquins des États-Unis, ça coûte cher, donc on groupe les commandes». Donc en fait, ce qui primait pour la Fnac, je te dis ça, c'était il y a 15 ans, hein, ce qui primait Mmh. pour la Fnac, c'était la baisse de ses coûts, l'augmentation de sa marge. Mais moi, je voulais que ce qui prime pour la Fnac, c'est ma satisfaction. Et ma satisfaction venait après
le taux de marge de la Fnac. Donc moi, quand Amazon est arrivé, évidemment que j'ai acheté mes bouquins en ligne. Je les avais 48 heures plus tard, même pour des bouquins compliqués à trouver. Des fois, ça prenait une semaine, mais c'était très rare. En général, c'était Ouais. 3, 4, 5 jours. Je les avais. Et la question, c'était pas d'avoir le livre plus vite parce que je pouvais pas attendre. La question, c'était d'avoir le livre. Parce que quand je peux l'avoir au bout de 3 ou 4 jours au lieu de 2 mois, pour moi, dans mon plan de travail sur l'année, ça change vraiment beaucoup de Ah choses, en bah, fait. Mm. Et donc, en fait, les services vectorisés par le digital permettent d'avoir accès à une valeur qui n'intéressait pas du tout la plupart des entreprises. Et d'ailleurs, Ouais. maintenant, on peut commander très vite à la Fnac. Pourquoi? Parce qu'il y a Amazon. Oui. Alors, je ne suis pas Ouais, un parce que fervent défenseur d'Amazon, mais Ouais. quand on pense valeur, c'est très important. Je prends un autre exemple. Je prends Zooplus. Zooplus, c'est une entreprise allemande de commercialisation de produits pour les animaux de compagnie. Il y a beaucoup plus d'animaux de compagnie en Allemagne qu'il y en a en France. Je crois que c'est un taux de 2,3 ou 2,5, quelque chose comme ça. Donc il y a beaucoup plus d'animaux de Ouais. compagnie. Le résultat, c'est qu'en fait, les ventes en volume sont beaucoup plus importantes en Allemagne qu'en France. Zooplus, c'est une boîte allemande. C'est en ligne, donc c'est born global. Hein, donc c'est accessible de partout. Et le truc est très simple. Quand vous achetez vos produits sur Zooplus, ils sont 20, 30, 40, des fois 50% moins chers. Pour une raison simple, c'est que Zooplus a déjà couvert tous ses coûts sur l'Allemagne. Quand ils vendent en France ou dans le reste de l'Europe, c'est de la marge pure. Ils peuvent vendre beaucoup moins cher. Ouais. Et ça, c'est de la valeur. Quand vous devez acheter des croquettes pour vos chats ou pour votre chien, que vous devez prendre en sac de 2 kilos, que ça vous coûte 40 balles, alors qu'en ligne, vous pouvez acheter un sac de 10 kilos et ça vous coûte 50 balles, vous vous dites, mais pourquoi je ne peux pas l'acheter en 10 kilos en magasin? Parce qu'en 10 kilos en magasin, il n'est pas disponible. Par contre, il va être disponible en ligne. Ouais, Cette mais question de la valeur, elle doit guider tous les raisonnements qu'on construit quand on pense au client. C'est pour ça qu'il faut Ouais. mettre le client au centre du raisonnement. Si vous dirigez une entreprise, pensez d'abord au client. Pensez vraiment à ce qu'il veut faire, à ce qu'il aimerait faire, à ce qui le rend heureux, à ce qui le fait rêver. Rendez les gens heureux. C'est un bon business, ça, de rendre les gens heureux. Ouais, oui, non, mais tu as complètement raison, tu complètement raison et c'est vrai que tout ce qu'on voit arriver alors, sans rentrer dans le débat comme tu disais, pour ou contre Amazon, est-ce que ça Oui, tue, c'est un bah, autre voilà. débat. On peut en parler, hein, mais c'est un autre Ça débat. mais ouais, c'est un autre débat et c'est pas ce débat-là, mais c'est que ces entreprises-là ont quand même aidé, accélérer la transformation numérique de nos entreprises françaises. Comme tu le disais, Amazon a fait passer la Fnac sûrement dans d'autres sphères, mais aussi, bon, parce qu'il y a eu des dirigeants qui ont changé, qui ont évolué. La Fnac, enfin la Fnac a eu quand même une grosse accélération, Ouais, quand complètement. je crois que c'était Alexandre Bompard, C'est ça. il me semble qu'il était à La la Fnac est tête. devenue un gros showroom, alors qu'avant, Ouais, voilà. ils faisaient du retail basique. Oui, voilà, c'est devenu un gros showroom avec des gens, enfin, même comme tu dis, en termes d'expérience, quand tu as besoin d'un renseignement, tu vas enfin, sur des produits, tech, tech grand public, hein, je parle, bah, tu vas à la Fnac Ouais. ou tu vas à Darty si c'est sur le côté, plutôt électroménager. C'est le même groupe, donc maintenant c'est la même expérience utilisateur, mais tu as le service que tu attends aussi dans ces endroits-là. Ah Complètement. voilà et si tu veux acheter qu'un livre, bah, tu as le fnac.com et tu achètes ton livre sur Mais ça va fnac.com et plus tu loin vois? que ça. Moi, maintenant, je connais des épiciers, pas très très loin de chez Mmh. moi et à Lyon aussi, un peu Mmh. partout. Des Hein? épiciers qui ont un site web et qui vendent en ligne. Je D'accord. connais des artisans, je connais des peintres qui montrent ce qu'ils font en ligne pour pouvoir montrer à leurs clients ce qu'ils sont capables de faire. Et Enfin, ce raisonnement du je mets le client au cœur de mon processus, et il impacte partout et il impacte tous les corps de métier en fait. Quand vous cherchez du carrelage, que vous allez dans un showroom et que vous voyez le carrelage posé, c'est une chose. Mais quand vous voulez du carrelage et que vous allez sur le site web de l'artisan et que Yo. vous voyez toutes les salles de bain qu'il a refaites, c'est différent. Ouais. Là, vous pouvez vous projeter. L'expérience n'est pas la Et même. Parce que le carrelage, quand on le voit et quand on le voit posé en situation, on ne perçoit pas ça de la même manière. Quand vous avez décidé de refaire votre salle de bain, que vous avez emprunté à la banque 10 000 euros et que vous savez que vous allez rembourser ces prêts pendant 3 ans, bah, la pression que vous avez sur vos épaules est très importante. Vous n'aurez pas 2 essais, en fait. Vous ne pouvez pas vous tromper sur le carrelage. Donc, le résultat, c'est qu'il y a des familles qui mettent 3 mois, 6 mois, 10 mois à choisir leur carrelage. Eh ben, si vous avez un artisan qui met en situation et qui montre ce qu'il fait, qui montre comment il le fait, ça permet à la famille de se projeter et de baisser la perception du risque, en fait. Le digital permet ça aussi. Puis, il ne faut pas oublier que
Ça veut dire quoi le digital? Ça veut dire qu'en fait, vous avez dans votre poche une source d'information qui est inextinguible, qui n'est jamais finie en fait, et qui vous permet d'avoir accès à toute la connaissance que vous recherchez sur n'importe quel sujet. Ouais. C'est ça que ça veut dire aussi. Vous voulez refaire votre salle de bain? Vous voulez apprendre à Ouais. faire du pain? Eh ben, vous pouvez l'apprendre. Aujourd'hui, il y a des boulangers qui se filment dans leur fournil à 2h30 du matin pour montrer que leur pain, il est fait maison. Il faut savoir qu'il y a 80% des boulangeries en France qui ne font plus leur viennoiserie ou qui ne font plus au Bah, moins une viennoiserie. C'est l'ordre de 80%. Une des entreprises leaders aujourd'hui sur le marché français, c'est Moulin de Paris. Moulin de Paris vend des pains au chocolat, des viennoiseries. Ils ont une recette qui fait que lorsque ça a été décongelé, donc cuit au mmh, four, ça ressemble beaucoup à un pain au chocolat de maison. Et en fait, ouais. Moulin de Paris vend par exemple la boîte de 150 pains au chocolat congelés, c'est 58,90 €, je crois, quelque chose comme ça. Ça ramène le pain au chocolat à 40 centimes et vous l'achetez ensuite dans la boulangerie 1,20 € ou 1,50 €. Et pourquoi est-ce que c'est le digital qui a permis ça? Bah, le digital, il a permis. Alors, là encore, je ne juge pas la qualité, hein, je parle uniquement du Oui. processus. Mmh. Le problème du boulanger, c'est quoi? C'est il va préparer de la pâte et des pains au chocolat pour faire 50 pains au chocolat, peut-être qu'il va en vendre que 10. Et puis le lendemain, il va faire pour 40, parce que la veille, il en a vendu 10, Et et puis il va avoir 70 demandes. Donc pour lui, c'est très compliqué de s'ajuster à la demande. En commandant des pains au chocolat surgelés, il peut s'adapter à la demande et décongeler les pains au fur et à mesure. Revers de la médaille, la valeur qu'il délivre au client est plus faible. Parce qu'il faut être honnête, quand vous le savez, vous ne les mangez pas de la même manière, les pains au chocolat. Vous savez qu'ils sont différents. tout à Mais fait. on pourrait donc le penser dans l'autre sens. Est-ce que le digital ne permettrait pas à un boulanger de mieux concevoir le comportement de son consommateur et d'étudier les données, par exemple, de vente, et de déterminer quelles sont les viennoiseries qui se vendent le mieux et comment il pourrait planifier les ventes de ces viennoiseries en fonction de la saisonnalité? On peut utiliser le digital de plein de manières différentes. Certains boulangers ont décidé Puis d'augmenter la production hein, de pain au chocolat surgelé. D'autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté plusieurs boulangeries et ils mutualisent des recettes spéciales. Bah, moi, je préfère cette méthode-là. Mais bon, tout est possible. oui, Grolet, par exemple. puis excuse-moi, je te coupe, Vas-y, vas-y. c'est aussi, enfin, c'est aussi pour moi pas très compliqué parce qu'ils ont tous maintenant des caisses, enregistreuses, Tout à fait. Les données sont numériques disponibles. Oui. et les données sont disponibles. C'est même si bon, enfin voilà, je comprends, il y a tout le monde a enfin, ils ont du boulot, en général, mais voilà, ils savent rapidement combien ils ont vendu de pain au chocolat, combien ils ont vendu parce Ouais. que, c'est voilà, c'est des caisses où c'est assez facile à tirer des données Mais ils donc sont très peu formés au digital. Donc pour oui, eux, le digital, c'est Moulin de Paris qui livre en 24 heures après une commande en ligne avant 14 heures. C'est ça. d'accord. Alors que le digital, c'est je peux comprendre le comportement de mes consommateurs en analysant les données de caisse. Et donc, en Oui. comprenant le comportement de mes consommateurs, je peux déterminer s'il y a des produits que je ne commercialise pas aujourd'hui, mais qui auraient du succès, et s'il y a des produits sur lesquels je ne suis pas bon sur les quantités. Vous voyez? Heu, On peut le voir sous plusieurs angles. La vraie question, c'est la question de la valeur. On heu, veut délivrer de la valeur. Donc, il y en a qui cherchent à délivrer une valeur qui est un peu dégradée, les pains au chocolat surgelés, et d'autres qui vont essayer de délivrer une valeur qui sera de bien mieux perçue par les consommateurs. C'est je vais, comme Grolet, c'est l'exemple que je voulais donner, je vais sortir 5, 6, 8 sortes de croissants parce que les gens, si cela, c'est pas du croissant, c'est du type de goût du croissant. En sortant plusieurs sortes de croissants, je vais générer l'envie pour mes consommateurs de consommer plusieurs types de croissants. Moi, je crois plutôt à cette approche-là. Mais il faut savoir que le heu, digital permet aussi l'autre approche. oui, mais après, après je te rejoins et puis, enfin bon, tu vois, là, tu me fais découvrir des choses et on voit aussi que la partie, numérique touche tout le monde. C'est La partout, partie en fait. numérique c'est expérience Je pourrais te utilisateur donner aussi. des exemples je pourrais te donner des exemples de plombiers ou de maçons Mmh, aujourd'hui qui utilisent le digital. Je pourrais te donner des exemples dans l'agriculture. Les coopératives sont vraiment en train de ouais. digitaliser leurs activités. Je pourrais te donner des exemples dans la plupart des corps de métier aujourd'hui, il y a un avant et un après, ces Mmh, 5 à 7 dernières années, en fait. Et ouais. l'un des déficits qu'on a, c'est que les gens ne se forment pas assez vite par rapport à la révolution qui est vraiment en route, hein. Oui, puis alors, je pense qu'il faut aussi un peu dédramatiser ce sujet-là. Ce sujet-là, c'est pas non plus enfin, compliqué de se former à ça. Enfin, sur les outils qu'on est en train de voir se déployer dans les boulangeries
ou dans les restaurants, les choses comme ça, c'est pas enfin, voilà, ça reste quand même des outils intuitifs. Ils sont souvent sur tout à fait. des tablettes, voilà, où c'est, mais après il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, donc aussi, il faut prendre le temps. Puis souvent, il y a aussi une problématique budgétaire, c'est-à-dire, eh ben, on va rogner sur la formation. Ouais. Et ça, voilà, en fait, le prestataire, il arrive, il veut vendre son truc, qui est très vertical en général, c'est-à-dire qui est très, spécialisé boulangerie, qui est très spécialisé restaurant, qui est très spécialisé food truck, plomberie et cetera, et qui va juste vendre son truc parce que ça marche bien. Il a des bons avis sur Google, il a des bons avis sur toutes les, voilà, et en fait, ça va bien marcher, mais il va vendre surtout sa licence Mais pour tout et son ça, on a des matériel. outils formidables qui existent déjà. Il y a pas besoin de travailler en plus. Ils sont où les Mmh. clients? Ils sont sur les plateformes Oui, sociales. oui, tout à fait. Donc en fait, Oui. apprendre à utiliser Pinterest, honnêtement, hein, vous regardez 3 vidéos, vous savez l'utiliser, 0 complexité. Ouais. Apprendre à utiliser Instagram, vous regardez 2 vidéos. L'exemple que je donnais tout à l'heure sur le peintre carreleur qui Mmh. faisait les salles de bain, il a fait un showroom sur Instagram, en fait, Mmh. avec une articulation entre des vidéos. Et il savait pas faire un site web, c'est pas son truc. Il n'avait Ouais, pas bah, envie de dépenser 5000 balles dans un site web parce qu'il savait pas si ça marcherait. Donc il a créé un feed Instagram, donc sur son mmh. compte, hein, où il montre ce qu'il fait, il l'explique, il crée des vidéos d'explication, il crée des perspectives, il fait des petites vidéos techniques. Moi, je connais un plombier qui a fait ça sur YouTube, qui explique, Oui, voilà dans cet espace-là le type de cuisine ou de salle de bain qu'on peut faire. Et donc lui, il est plombier et carreleur, hein, parce que carreleur, bon, il y a des gens qui sont que carreleurs et puis d'autres qui font ce métier-là en plus d'un autre. Lui, il est oui, plombier carreleur et il explique, voilà, je vais refaire la plomberie ici, puis le carrelage, et il montre comment il fait. Donc en fait, le truc, c'est, il faut pas se complexifier la vie, hein. Il faut bien, aller là où sont les clients. Le oui, client, mettre le client au cœur du processus, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller là où le client se trouve, parler la langue du client, délivrer la valeur que le client attend. C'est ça que mmh. ça veut dire en fait. Ah Ça mais veut dire c'est mettre clair. le client au cœur du processus, c'est-à-dire tenir le discours que le client attend et qu'il n'a pas encore reçu. Quand un Mais carreleur explique comment il fait son carrelage dans la salle de bain, s'il se dit, si je montre comment je fais, les gens vont le faire à ma place, il a tué son business. Parce que de toute façon, il n'a pas besoin de montrer comment il fait pour que les gens fassent à sa place. Il y a le roi Merlin aujourd'hui. Par contre, s'il se dit, je vais montrer comment je fais pour que les gens reconnaissent ma compétence et aient plus recours à mes services qu'à un autre, parce que ceux qui le feront, qui voudront le faire eux-mêmes, avec ou mais sans sa vidéo, ils le feront eux-mêmes. Par contre, ceux qui cherchent bon, quelqu'un avec sa vidéo, il a un peu plus de chances que ce soit lui qui le choisisse. YouTube est dans nos vies aujourd'hui. YouTube, c'est la première plateforme de e-learning du monde. C'est dans la vie de mais tout le monde aujourd'hui, YouTube. YouTube est vraiment dans nos vies. Un carreleur qui montre comment il pose bien le carrelage sur YouTube, c'est un carreleur qui démontre sa compétence, qui a donc mis le client au cœur de son processus. Un gros lait, par exemple, qui est un ancien champion du monde de pâtisserie, quand il montre comment il est connu pour des gâteaux en trompe-l'œil, quand il montre comment il fait ses gâteaux en trompe-l'œil sur YouTube, il révèle pas ses secrets, en fait. C'est pas ça qu'il fait. Il mais donne envie aux gens de partager sa passion. C'est ça. Il crée oui, un lien émotionnel avec les gens. Et c'est ça mmh, que le digital permet. Le digital permet de créer un lien émotionnel avec l'audience. C'est à ça que ça sert. mmh. Et après c'est, enfin j'ai eu, je crois, la saison dernière, sur le podcast, j'ai échangé sur le métier d'influenceur, Ouais. où là tu as ces dérives-là, mais c'est pas le sujet, où tu as ces dérives-là aussi, où tu passes, où tu utilises aussi un peu les gens dans ce côté-là, et je pense que des fois les corps de métier que tu as cités, qui pour moi ont totalement leur place, après à bien cibler le média dont ils ont Ouais. besoin, parce que voilà, parce que ça demande du temps forcément de le faire, mais peut-être voilà de pas tout faire. C'est sûr que s'il est sur YouTube, Instagram, Pinterest, et autres réseaux qu'on connaît, enfin voilà, il a peut-être pas besoin d'être sur, Twitter, il a peut-être pas besoin d'être sur LinkedIn. Faut faire des choix dans la vie. Voilà, mais voilà, mais c'est ce côté-là, mais aussi il faut que c'est, et comme tu dis, je trouve que il y a aussi ce côté-là où maintenant qui change, on entend beaucoup de stats, qui disaient: «Il faut que tout le monde ait son site web, tout corps de métier» et cetera et cetera. Ça devient de moins en moins vrai. Il faut avoir une présence en ligne, on va dire, pour montrer son expertise parce que c'est ce que les gens attendent. Moi, je le pense clairement. Moi, je suis plus rassuré par quelqu'un qui va montrer son expertise, qui me dit: «Bah, tiens, voilà, tu peux voir un petit peu tout ce que j'ai pu faire, en termes de projets, en termes de projets de rénovation de maison et cetera».
voilà, que d'avoir un site internet où j'ai son nom, prénom, du texte, voilà. Moi, après c'est comme tu dis, il faut faire des choix et je pense que c'est alors à la portée de tous, oui. On a quand même en France la chance d'avoir, des chambres de commerce, par exemple, Ouais. qui font quand même beaucoup de formations à ces types d'utilisation d'outils, qui sont des fois même, gratuites. Alors si vous voulez aller plus loin, vous pouvez le payer, mais c'est pas non plus excessivement cher et comme tu le dis, il y a des vidéos en ligne, il y a des choses en ligne qui permettent de rendre accessible tout ça. Voilà, YouTube, il suffit de chercher, tutoriel, ce que tu veux, tu trouves. C'est ça. Heu, Après si tu as envie d'aller un peu plus loin, bah, tu trouves des experts qui sont là pour t'accompagner Ce et voilà ce qu'il quoi. faut faire en ligne, c'est il faut prendre les gens quelque part et les amener à l'endroit où on va transformer les prospects en clients. Heu, Prendre les gens quelque part, la plupart du temps, c'est les prendre sur un réseau social. Ça veut dire les le prendre sur Insta pour la décoration. Là, on parlait de décoration, on parlait de pâtisserie pour artisanat. Insta, ça a beaucoup de sens. Mais ça peut être les prendre sur LinkedIn. Moi, les gens me sollicitent pour des conférences sur LinkedIn, par exemple. Donc, ça peut être sur LinkedIn, ça peut être n'importe où, ok. On prend les le gens quelque part et on les emmène ailleurs. Mais ce ailleurs, ça peut être un site web, mais ça peut être un blog et ça peut être vos MP sur le réseau social. Ça peut être très le facilement. Voilà, on se rencontre sur Twitter. Moi, j'ai des amis qui font du business sur Twitter. J'ai des amis qui sont analystes, qui travaillent sur Twitter. Ils ont leurs clients sur Twitter. Les gens lisent les posts sur Twitter. Il faut dire post maintenant, on peut plus dire tweet. Lisent les posts Oui. sur Twitter et quand ils les ont lus, ils envoient un MP et c'est dans le MP que se fait la transformation entre prospect et client. Mais ça peut très bien être sur LinkedIn et vous vectorisez les gens de LinkedIn sur votre site web ou sur votre blog. Mais ça s'appelle, en fait, globalement, c'est le tofu et c'est le bofu. C'est le tofu, c'est le top of the funnel, l'endroit où on touche les gens. Et il faut les driver vers le bottom of the funnel, l'endroit où on transforme des prospects en clients. Ça paraît un peu technique comme ça, en fait, mais la logique est hyper simple. Je fais la connaissance de quelqu'un sur un réseau social qui a un besoin, il découvre que je peux délivrer la valeur, ensuite on en discute et on détermine si je peux délivrer de la valeur dans la situation dans laquelle se trouve le prospect aujourd'hui ou pas. Et si c'est le cas, il devient un client en fait. Et donc il y a eu transformation. Mais il faut le penser comme ça. Et à partir du moment où on pense valeur et qu'on réfléchit exclusivement sur la nature de la valeur qu'on peut délivrer, pour qui, dans quelles conditions, à quel prix, comment, quelles sont les caractéristiques, quand on pense comme ça, on pense plus business de la même manière du tout. On pense plus offre, on pense comportement de la demande. Et une fois qu'on Oui, a caractérisé le comportement de la demande, là, on pense offre. puis, en faisant, par rapport aux exemples que tu as donnés, c'est aussi, un effort commercial qui sera complètement différent. Complètement. Parce que les gens viendront vers toi au Oui, lieu tout que à tu fait. ailles les chercher. Enfin, tu auras toujours besoin d'aller les chercher, mais l'effort sera beaucoup moins important et ça, c'est parce qu'on sait un effort commercial pour aller chercher des clients, ça peut être, heu, on va pas dire compliqué, mais c'est chronophage. Ouais, C'est complètement. chronophage, il faut aller les voir, il faut prouver ton offre, il faut faire enfin voilà, faire plusieurs échanges. Ouais. Tandis que si déjà ils ont conscience de ton expertise, par ce que tu as pu diffuser, sur, un canal, un canal, peu importe le type de canal, bah, ça va être beaucoup plus simple parce que déjà ils ont confiance. Ouais, Bah, complètement. c'est Je connais un jeune, il a raté une année d'études, donc il avait raté son année d'études, donc il savait que c'était foutu pour cette année. Il se réorientait pour l'année suivante. Il se dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire de cette année?» Il avait des compétences sur YouTube et il a monté une chaîne et il est passé en 6 mois de 1 000 à 100 000 abonnés. Il vient de fêter les 100 000 là. hein? Et en faisant ça, il a utilisé son temps pour construire une nouvelle compétence. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé toutes les vidéos qu'il trouvait sur YouTube pour qui expliquent comment faire croître une chaîne. Il a utilisé toutes les techniques qu'il pouvait. Il a réfléchi sur structurellement comment il pouvait tenir un propos, pour quelle niche, voilà, il s'est formé seul et il a construit seul une audience. Et ben, ce genre de choses n'est possible que dès qu'on parle digital et qu'on parle valeur. Parce que le premier truc qu'il s'est dit, c'est quoi la valeur que les gens pourraient attendre d'un jeune homme comme moi de 19 ans qui fait des études je ne donne pas d'éléments parce que Hein. pour que ça reste anonyme, parce que Oui, bien voilà. sûr. Et il a pensé comme ça. Et en fait, ça, c'est des compétences au cœur du marketing. Donc lui, il l'a fait de manière intuitive, mais on forme des gens. Il y a des gens qui y arrivent comme ça. Oui, voilà, on est inégaux. Ah ouais, ça, c'est un truc qui est important. C'est on est inégaux vis-à-vis du digital.
Il faut avoir conscience de ça. Il y a des gens, ils arrivent sur LinkedIn, ils commencent à écrire. Ils n'ont jamais appris à écrire. Ils n'ont jamais écrit de leur vie. Ils écrivent de manière spontanée. C'est mal torché ce qu'ils écrivent. Et il y a une audience. Et ça marche super bien. Et ils trouvent un moyen de communiquer avec les gens. Et bravo. Et ils passent comme ça en 2 ans de 0 à 100 000. Et bravo. Il y a des gens qui ont un talent. Et il y a des gens qui travaillent comme des dingues et qui passeront jamais les 5 000 abonnés. Pareil sur YouTube, pareil sur Insta. On est inégaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui spontanément arrivent à faire des trucs que moi j'enseigne à d'autres personnes et qui n'y arriveront jamais en fait. Et c'est comme ça, on est inégaux. Mais on est inégaux aussi dans le fait de se faire des amis. Il y a des gens qui se font des amis facilement, d'autres pas. On est inégaux dans la capacité à apprendre. Il y a des gens qui apprennent vite, d'autres pas. On est inégaux dans la vie. Et comme on est inégaux dans la vie, il y a des trucs sur lesquels on doit travailler plus. Et le digital, la plupart des gens, 99% des gens doivent travailler beaucoup pour commencer à arriver à avoir des résultats. La plupart des gens. Et puis, il y a un tout petit pourcent qui spontanément arrive à le faire. Mais c'est très important que ce petit pourcentage y arrive parce que ça veut dire que c'est possible. C'est ça le signal qu'on envoie à tout le monde. C'est que sur le digital, tout le monde peut y arriver. Et alors oui, il y a des gens qui mettront plus de temps, d'autres qui mettront moins de temps, d'autres qui vont avoir besoin d'apprendre beaucoup, d'autres qui vont le faire un peu spontanément, mais tout le monde peut y arriver. Parce que de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. C'est notre monde qui a changé en ce sens. Notre vie, elle est très largement digitalisée. Elle est très en ligne, en fait, notre vie. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, oui. Mais bon, je te rejoins complètement et c'est hyper intéressant là, nos échanges parce que en plus ça montre que, enfin, on n'est pas parti sur des grands groupes, on en a parlé un peu, mais on montre aussi que tout le monde peut le faire. Enfin, Oui, c'est voilà, ça. Il faut parler des on petits. montre, En fait. voilà, parce que, enfin, le boulanger ils sont tout seuls ou deux ou le plombier, bah, il peut aussi s'y mettre et il peut aussi s'y mettre, voilà, il peut aussi capter sa clientèle d'une autre manière et le grand groupe, c'est pareil, quoi et ce que fait le grand groupe peut être appliqué au périmètre d'un artisan et entre, bah, il y a tous les autres et c'est pareil, enfin, c'est pour moi, c'est qu'il y a c'est ce que tu dis, c'est qu'il faut parler usage, il faut parler client, il faut savoir comment mes clients, je peux leur rendre plus de services, de meilleurs services, de meilleure qualité et derrière après, bah, le reste va suivre parce que est-ce que certaines entreprises qui font que du B2B, donc qui s'adressent à des entreprises, ont besoin d'aller des fois sur du Pinterest? Je suis incapable de dire pour l'instant oui ou non, ça va dépendre de leur domaine de métier. C'est sûr que si c'est quelqu'un qui fait de l'agencement de bureaux, professionnels, bah oui, il va avoir besoin peut-être d'y aller. Mais voilà, moi ce que je veux dire, c'est que c'est pour tout le monde, c'est pour toutes les entreprises, et la transformation numérique, la transformation digitale, peu importe comment on peut l'appeler, bah, elle doit servir à ça. Elle est au service de ces personnes-là et c'est à la portée de tous, c'est ce que tu as dit. Après, bah, il y aura plus ou moins de temps pour les gens pour l'appréhender et l'utiliser. Mais après, voilà, si c'est pas d'une qualité, énorme, des fois les premiers postes, bah, c'est pas d'une qualité énorme. Déjà, c'est de le faire. C'est ça. Voilà. Alors, il y a un autre truc qui est très important. Alors oui, effectivement, la clé de tout, c'est de s'y mettre, en fait. C'est de commencer à faire les choses. C'est la clé de tout. Mais surtout, Ouais. il y a un truc, ça n'est pas lié à l'âge. Oui. Non, Je suis il y a une complètement d'accord. croyance qui est hyper forte, en fait. Il y a une Oui. croyance qui est hyper forte, qui est les jeunes sont hyper doués, les vieux, ils y comprennent rien. Enfin, alors, dans la réalité, alors moi, j'accompagne des boîtes depuis 20 ans, en fait. Je forme des jeunes depuis 30 ans. Enfin, je veux dire, je suis vraiment dedans depuis très longtemps. Allez sur mon LinkedIn, vous allez voir, je fais vraiment ça depuis très longtemps. Je peux vous le dire, je connais aujourd'hui des jeunes qui utilisent TikTok tous les jours en divertissement, mais qui sont incapables de faire du business dessus. Et je connais des gens qui ont 45 ans ou 50 ans, qui ont construit des stratégies sur TikTok qui sont absolument remarquables. Ils ne l'utilisent pas pour se divertir, ils l'utilisent pour faire du business. Donc en fait, il faut faire une très grande différence entre le fait d'utiliser une plateforme ou un logiciel, SaaS, enfin ce que vous voulez, de l'utiliser pour se divertir, pour s'amuser, pour passer du bon temps, et d'utiliser pour le business. C'est pas parce que vous savez vous divertir avec Twitter que vous saurez faire du business avec Twitter. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment deux choses différentes. Et il y a des gens qui ont 35, 45, 55 ans, 60 ans. Moi, j'ai un de mes amis a plus de 70 ans, il est DG d'une très grosse entreprise. C'est une machine de guerre sur LinkedIn. Et donc, le truc est très simple, c'est que le fait d'être en ligne,
et de réussir en ligne, c'est une question de volonté, de travail. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de prédisposition. Moi, j'ai appris à coder quand j'avais 8 ans. Cet avantage-là, je l'ai pas. Il y a des gens qui arrivent sur Twitter et qui construisent une audience en 6 mois. Hein. Donc, il faut vraiment garder en tête qu'il n'y a pas de préalable. Il y a le travail, il y a la persévérance. Et ce que tu disais tout à l'heure, il y a le fait de s'y mettre. Vous voulez réussir, vous voulez monter un business, il y a une dimension sociale dans votre business. Quand je dis social, je parle de réseaux sociaux. Il faut vous y mettre. Attendez pas 15 jours, vous y mettez maintenant. Vous commencez à publier tous les jours sur Twitter, par exemple. Voilà, ça, c'est un moyen de s'y mettre. Mais il faut s'y mettre. Ne croyez pas que quelqu'un qui a 17 ans est bien plus doué, bien meilleur que vous sur TikTok. Peut-être qu'il saura mieux l'utiliser pour jouer, mais peut-être que vous serez plus capable de faire du business sur TikTok. Ne soyez pas paralysé par les features des réseaux sociaux. Il y a énormément de fonctions différentes. Il n'y a pas besoin de tout savoir sur Insta, par exemple. Hein. Pour poster sur Insta, vous avez besoin d'une image et d'être capable d'écrire un texte de 3 lignes sans faire de faute. Et ça y est, vous avez posté sur Insta. Vous n'avez pas besoin de tout savoir sur Insta. Et ne soyez pas paralysé par l'algorithme. Je vous dis un truc très simple. Si vous avez 20 abonnés sur LinkedIn, c'est que vous valez 20 abonnés. Si vous avez 10 000 abonnés sur LinkedIn, c'est que vous valez 10 000 abonnés. Si vous faites un post sur LinkedIn et qui fait 200 vues, c'est qu'il valait 200 vues. Il faut arrêter de chercher comme excuse l'algorithme. La seule excuse, il faut la chercher du côté du travail. J'ai pas assez travaillé. Mon post, il est pas assez bien écrit. Mon accroche, elle est pas bonne. La photo que j'ai mise sur Insta, c'est pas la bonne photo. Mon titre, il est pas bon pour ma vidéo YouTube. C'est comme ça qu'il faut le penser. C'est le seul moyen qui vous fera progresser. Oui, l'algo a une prévalence en fait. C'est lui qui va décider s'il va montrer ou pas votre contenu, mais c'est pas lui qui décide de votre succès sur 6 mois. Hein. La seule personne qui décide de votre succès sur 6 mois, c'est vous-même. Vous êtes le propre acteur de votre succès. C'est ça. C'est une bonne phrase. Ça. Une bonne phrase. Je vois que le temps tourne et je voudrais qu'on aborde un dernier sujet avant de conclure. C'est sur la partie toutes les tendances futures, parce que voilà, on a parlé des réseaux sociaux, enfin voilà, et tout ce qui peut arriver et tout ce qui fait un peu peur. On parle de l'impact de l'IA, de l'IoT, du blockchain, mais aussi tout ce qui est autour des enjeux de cybersécurité, qui pour moi est aussi un cyber-business et qui est un autre sujet, parce que voilà, il faut d'abord commencer à bien sensibiliser les gens, bien leur faire comprendre comment fonctionne l'informatique et le numérique pour bien l'appréhender derrière. Mais toi, comment tu ressens la chose? Comment tu penses que les entreprises, les personnes peuvent se préparer à cet avenir numérique? Bon, alors, petite anecdote toute simple. Là. Il y a 15 ans, j'ai développé un logiciel SMA. En français, on dit MAS, système multi-agent. Donc, c'est l'intelligence artificielle très simple. C'est vous concevez des agents. Un agent, c'est un petit logiciel qui a le choix entre 2, 3, 4, 5 choix. Dans mon modèle, il avait 2 choix. Mais moi, j'en avais 1 million. Donc, j'avais créé un modèle avec 1 million d'agents qui avaient la possibilité de prendre 2 décisions. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est on testait des modèles statistiques, on balançait sur 1 million d'agents, il y en avait 50% qui pouvaient faire 2 choix d'un certain type et 50% 2 choix d'un autre type. On envoyait un stimulus et on regardait quels étaient les agents qui dominaient. Bon, ça, on faisait ça il y a 15 ans. C'est juste pour te dire que l'IA, moi, j'en ai fait depuis longtemps et on l'a vu arriver, la révolution de l'IA. Il faut être honnête, hein, on l'a vu arriver. Pour tous ceux qui suivent Yann Lequin sur Facebook ou sur LinkedIn, honnêtement, il nous en parle depuis longtemps. Enfin, vraiment, on l'a vu arriver. Mais la marche avec le passage à ChatGPT 4, personne ne l'avait vu arriver. Ceux qui disent qu'ils avaient vu arriver ChatGPT 4, l'ampleur que ça a pris, ils reconstruisent le passé. D'accord ? On s'est tous pris GPT-4, donc pas le produit, mais l'intelligence artificielle elle-même, donc GPT-4, on se l'est tous pris comme un sac de briques sur la tête. Personne n'avait vu le truc arriver. Et moi, j'ai fait une petite vidéo la semaine de la sortie de GPT-3. Et honnêtement, j'étais pas emballé. Ça me faisait plus penser à un agrégateur de contenu. Putain, mais 15 jours après, ma vidéo, elle était obsolète. 15 jours après, ça n'avait plus rien à voir. Ensuite, 1 mois et demi plus tard, on avait 3,5. Et ensuite, ils ont balancé 4. Et honnêtement, 4, c'est extraordinaire. Donc, soyons très clairs. Personne, même ceux qui font de l'IA depuis longtemps,
même ceux qui font de l'IA depuis longtemps. Personne n'avait prévu l'ampleur que ça allait prendre. Pour moi, il y aura clairement un avant et un après. Alors, il y a tous ceux qui sortent la courbe Gartner, qui disent il y a un emballement, ça va redescendre. Moi, je ne crois pas. Je pense que Gartner, la courbe, elle n'a pas vocation à prévoir l'avenir. Moi, je fais de la strat depuis suffisamment longtemps pour dire qu'on n'a pas de boule de cristal. Je vois comment l'IA est en train de s'intégrer partout et je vois comment, moi, mes étudiants, ils n'utilisent plus Google. Moi, quand je passe derrière les bureaux de mes étudiants qui sont en train de bosser, ils ont une fenêtre GPT qui est ouverte, mais pas Google, en fait. Ils requêtent dans ChatGPT. Donc, en fait, il y a une modification du comportement et on a une règle en comportement du consommateur qui est la suivante, c'est le consommateur ne revient jamais en arrière. Quand le comportement est changé, le comportement est changé. Il peut changer encore, mais il ne redeviendra pas ce qu'il était parce que les gens apprennent, parce que les gens modifient leur mécanisme de prise de décision. Si on retournait aujourd'hui à l'âge de pierre, on ne ferait pas comme on faisait à l'âge de pierre parce qu'on est différent. En fait. Et donc, l'IA, pour moi, là, ça peut être naïf pour beaucoup de gens qui pensent que l'IA est une révolution, mais clairement, l'IA change tout. Et l'IA change tellement tout qu'il y a encore 2 ans même, on parlait de voitures autonomes de génération 5. Et aujourd'hui, tu as remarqué, plus personne n'en parle. Hein. Oui, c'est sûr. Tu sais pourquoi plus personne n'en parle ? Parce qu'il y a plusieurs rapports qui ont été publiés pour dire que ce n'est pas dans 5 ans qu'on les aura, mais ce n'est pas avant 15 ans ou 20 ans. Parce qu'en fait, on n'y est pas du tout. Donc ça, on n'y est pas du tout. Donc ce type d'IA, on n'y est pas. Par contre, les IA GPS, donc les IA qui seront à côté de nous pour nos fonctions de travail, les assistants, en fait, de manière générale, là, on y est, en fait. On y est et ça avance très vite. Je ne sais pas ceux de tes auditeurs qui ont essayé Claude, mais Claude, c'est une machine de guerre. Hein. Il faut essayer Claude. Tout le monde parle de GPT-4, hein, mais il y a Claude aussi qui marche très bien. Il faut essayer Claude. Claude, c'est une machine de guerre. Donc, très, très clairement, aujourd'hui, l'IA change tout. Pourquoi elle change tout ? Parce qu'elle change nos comportements. Et c'est la base du digital, ça. C'est est-ce que nos comportements changent ? Et c'est comme ça qu'il faut le penser. Quand tu parles de cybersécurité, nos comportements ils changent. Il y a encore eu une attaque ce matin. Il y a un centre S10, je crois que c'est celui de Bordeaux ou de Bayonne, je me souviens plus, c'est dans le sud-ouest, qui vient d'être attaqué. Il n'y a plus que le téléphone qui marche. Donc oui, le digital change nos vies. Quand des hackers russes attaquent un hôpital, comme ça s'est passé en Auvergne il y a 6 mois, quand des hackers russes attaquent un hôpital, ça change nos vies en fait. Quand les urgences sont fermées parce qu'il n'y a plus de système d'information, ça change nos vies. Le digital change nos vies. On ne reviendra pas en arrière. Donc, nos comportements changent, on ne reviendra pas en arrière. Non, et puis je te rejoins. Puis on est une génération qui a vécu aussi l'arrivée de Google, qui a changé. Enfin, pour moi, l'IA, c'est encore plus puissant que ce que faisait Google, mais quand on est arrivé à Google, on l'aurait presque cru comme une intelligence artificielle. Mais rien que le mail. Tu te rappelles quand le mail est arrivé ? Oui. Moi, je demande à la plupart des gens ne se souviennent pas, parce qu'en fait, c'est comme si le mail avait tout changé, en fait. Je me rappelle quand le mail est arrivé, on avait dit, je me souviens pas du jour où on a commencé à basculer en utilisant les emails, mais je me souviens que tout le monde disait, il y aura plus de réunions. Bon, il n'y a jamais eu autant de réunions, hein, et on n'a jamais utilisé autant de papier, mais le mail est arrivé, il a tout transformé. Aujourd'hui, on ne pourrait pas faire sans le mail. On a les messageries, on a plein d'autres dispositifs, en fait. Et d'ailleurs, au travail, on utilise des intranets qui ressemblent beaucoup aux réseaux sociaux. Hein. Par exemple, il y a Facebook at Work de Meta qui a un intranet. Il y a plein de services qui existent comme ça, mais on ne reviendra pas en arrière. Donc, le vrai truc dont les gens doivent avoir conscience, c'est que le digital nous a permis d'accéder à de la valeur à laquelle on ne pouvait pas accéder. Il y a plein de choses qu'on peut faire plus vite, mais le digital, c'est des choses toutes simples. C'est Word, c'est le traitement de texte. Word, vous vous imaginez revenir à la machine à écrire ? Mais bien sûr que non, on a Word. Vous vous imaginez revenir à des services non automatisés ? Enfin, soyons clairs, le digital, c'est ça aussi, en fait. Vous imaginez faire vos calculs avec une calculatrice et plus utiliser Excel ? Enfin, pour ceux qui font des stats, vous imaginez ne plus utiliser SAS ou SPSS ou R ? C'est ça aussi, le digital. Une petite illustration extrêmement simple, et je sais je dépasse le temps qu'on s'était dit, mais quelque chose qui est hyper simple. Dans nos comportements, il y a une révolution. Il y a 10 ans, quand on avait un problème, on cherchait des développeurs pour construire une solution. Il y a 10 ans, quand on avait un problème, on construisait la solution. Donc moi, je me rappelle, il y a 10 ans, quand j'avais un problème, mon premier réflexe, c'était est-ce que je peux faire une base de données Access pour essayer de traiter mon problème ? Ou est-ce que je peux trouver... voilà.
est-ce que je peux trouver un développeur pour me développer un bout de code sur tel ou tel dispositif ou me faire une macro sous Excel pour automatiser ma tâche? C'est ça qu'on faisait. Aujourd'hui, c'est plus ce qu'on fait. Aujourd'hui, quand on a un problème, on sait que la solution, elle existe. Quand on a un problème, on cherche le logiciel qui règle ce problème. Par exemple, quand on a un problème d'automatisation, on va sur Notion ou sur Zapier. On sait que ces services-là vont régler notre problème. Donc, en fait, avant, quand on avait un problème, on construisait la solution. Maintenant, quand on a un problème, on sait que la solution existe et on va la chercher. Il y a plus de 2000 applications. Alors, avant GPT-4, il y avait plus de 2000 services qui utilisaient les IA. Maintenant, j'ose même pas les compter. Donc, le service qui va régler votre problème que vous avez aujourd'hui, il existe. Il peut être gratuit, mais il existe. Il existe, ce service. Ça, c'est une vraie révolution dans notre façon de travailler. Parce que face à un problème, on sait que la solution existe. On n'a pas besoin de chercher pendant 6 mois. Elle est là. J'ai juste à la trouver. Ça peut me prendre quelques heures. Oui. Et après, enfin voilà, on pourrait échanger encore pendant des heures. Mais après, c'est aussi les enjeux des différentes directions informatiques, de piloter ça et de voilà, parce que Complètement, de l'intégration maintenant dans un système plus large. ouais, voilà, et de se dire, enfin, et aussi de contrôler, parce que, enfin, comme tu dis, il y a pléthore d'outils, et il y a aussi pléthore d'outils qui sont un peu fake, qui sont pas sécurisés, qui sont pas, enfin voilà. Et ça, il faut y Complètement. faire attention. Et ça, c'est les enjeux futurs des futurs DSI, enfin, ce conseil des entreprises qui vont devoir piloter ça et avancer. Enfin, il faut pas en avoir, il faut avancer, il faut y aller dans ces choses-là, mais il faut le contrôler de manière raisonnée parce que les utilisateurs qui le font de chez eux vont vouloir le faire, au travail parce que ça va leur faire gagner du temps, sur des tâches généralement à faible valeur ajoutée. Parce que comme tu dis, l'automatisation, c'était souvent sur des tâches à faible valeur ajoutée. Ouais, Donc, mais voilà, pour que le boulot répétitive. soit un peu mais répétitive et voilà, c'est ce côté-là qui demain, demain, il va falloir un peu le contrôler et évoluer. Exactement. Pour conclure, moi j'ai 2 questions, Je t'écoute. un peu plus «personnelles» entre guillemets. Une question, c'est est-ce que tu aurais un livre ou une série, un film, à conseiller, à nous conseiller, pour nos auditeurs? Dans quel domaine? Un domaine Ce que tu veux. spécifique Tu ou peux ce tu que peux je nous veux? dire tout ou dans le domaine de la stratégie, Alors un livre. digitale et dans le domaine, dans ton domaine plus perso. Alors un livre, moi je recommande un roman extraordinaire de Cormac McCarthy qui s'appelle La Route, qui est pour moi un des plus beaux textes. Alors c'est un livre qui traite de la fin du monde, mais c'est surtout un livre qui traite du lien affectif qu'on peut avoir avec une autre personne. Là, en l'occurrence, c'est la relation père-fils. Mais c'est un livre absolument sublime. Bon, la langue de Cormac McCarthy est vraiment très belle. Vous pouvez le lire en français. Ça a été super bien traduit et adapté. Enfin, c'est vraiment superbe, superbe. Ensuite, je vais te dire un autre livre, mais là, bon, Le Seigneur des Anneaux, qui pour moi D'accord. est le plus beau roman qui ait été. Je le lis une fois par an. Pour moi, c'est le plus beau roman qui ait été écrit. Il y a tout dans ce roman. Il y a l'amour, il y a la relation à l'autre, il y a la question de la communauté, il y a la question des enjeux, de ce qui nous différencie, de ce qui différencie le bien du mal. C'est vraiment un très très beau texte et la langue est sublime. Et là, par contre, je le recommande dans la dernière traduction parce qu'en fait, il y avait une ancienne traduction qui était avec un langage qui était vraiment hyper lourd. Le texte était lourd. Et là, la nouvelle traduction qui a été qui a été publiée il n'y a pas très très longtemps, elle est vraiment très belle. Donc je recommande ça. Et ensuite, je vais recommander un film, parce que je suis très cinéphile. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai aimé dernièrement? Moi, je suis insomniaque, donc je vois très souvent des films la nuit. Qu'est-ce que je pourrais recommander comme film que j'ai aimé? Un film, je vais faire redite en fait, mais un film qui est tiré d'un bouquin de Cormac McCarthy qui s'appelle No Country for Old Men, qui est un film Oui. sur le changement en fait. Et je crois que c'est très adapté. C'est un film sur le monde qui change et les gens qui appartiennent à ce monde qui ne souhaitent pas le voir changer et qui le voient changer sans le comprendre en fait. Et oui, c'est un livre policier, mais dans la réalité, c'est un livre sur le changement. Et moi, quand j'étais gosse, une de mes matières préférées, c'était la chimie, parce que la chimie, c'est quoi? C'est la science du changement, en fait. Et donc, le changement, il est au cœur de nos vies,
Et le changement, de toute Mais façon, il nous attend pas. Il emporte tout. Donc il vaut mieux oui, aller avec lui en fait. Il vaut mieux essayer de le comprendre et puis se laisser emmener. Le changement, c'est. Et ensuite, comme musique, n'importe quel album de David Bowie. ah d'accord, marrant, mais ça va, Peut-être le ça va, deuxième ça va. d'ailleurs. Peut-être le deuxième album de David Bowie. Ouais, Mais n'importe quel album de David Bowie. d'accord, d'accord, c'est ouais, ouais, c'est sympa, sympa, sympa. Ça a fait écho un peu parce que j'ai lu un bouquin. Enfin, je suis pas quelqu'un qui lit très vite, mais j'aime bien lire. Et j'ai eu la chance de rencontrer son écrivain. Ouais, C'était Nicolas Vanier, ouais, qui avait écrit. Alors, ça y est, j'ai perdu le titre, je l'ai plus. Je crois que c'est Le Monde à l'envers. ok. Je sais pas si tu l'as lu. Non, je l'ai pas lu. Heu en fait, qui traite aussi de la c'est Le Monde à l'envers, pardon, c'est le titre, et qui traite aussi un peu de cette fin du monde, tu vois? D'un gars qui était trader et qui tout d'un coup, tout s'arrête. Il y a plus rien. Il y a plus d'informatique, il y a plus d'électricité, enfin voilà, ça devient un peu la folie, et il se retrouve, dans la campagne, à élever des vaches, voilà. Et je le trouve, enfin, je trouve magique ce livre parce qu'il remet, hem, il remet un peu, sur terre, un peu sur ce qu'on a, sur les avancements, et des fois qu'on va trop loin, je pense, dans certains sujets. Voilà, et je trouve qu'il est assez impressionnant, et il va sortir son film, bientôt là en 2024, parce que quand on l'a vu nous, on l'a vu en juillet là, il est venu nous faire une conférence, et il a fait le premier film, qui n'aura pas d'impact carbone. Ah ouais, très Voilà, bien. donc c'est ce qui est important, Vanier, voilà. c'est Et pas lui qui, qui a exploré le pôle sud? si, c'est ça, Ouais, il me c'est ça, semblait, c'est mais ça. j'ai lu Il quelque a fait chose plein d'exp qu'il avait écrit, il a mais fait plein d'explorations, et il a fait plein de, voilà, il nous a expliqué tout ce qu'il avait fait, enfin, voilà, quelqu'un de assez incroyable quand même à écouter. Mais voilà quoi, je t'invite à le lire parce que c'est un peu en écho avec ce que tu me disais et merci ce pour que la tu découvres. recommandation. Oui, je Voilà. pense que le monde en changement, Mmh. c'est vraiment le sujet. Il faut Ouais. pas passer à côté de ça, il faut essayer de le comprendre. Et il y a plein de façons de le traiter différemment. Mmh. Dernière petite question, c'est est-ce que J'écoute. tu aurais un invité à me conseiller? Stéphane Feuillebois. D'accord. Ah, attends, je vais te conseiller 3 personnes. Ah! Stéphane Feuillebois, ouais, sous des angles différents. Donc Stéphane Feuillebois, qui est, pour moi, donc il est chez Google, il est le responsable des relations, institutionnelles. Pour moi, c'est un des plus fins connaisseurs aujourd'hui de l'évolution du marketing digital. Mmh. Il Donc me semble Stéphane que Feuillebois. je l'avais déjà croisé. Ouais, Ouais. il est extrêmement brillant. Mmh. Il est vraiment très très bon. La deuxième personne, je peux te recommander Bruno Roqueplot, qui est un Ouais. DG de transition, qui dirige des grandes entreprises, qui est incroyablement compétent dans le domaine du digital. Pour quelqu'un qui a pas du tout Bah, baigné dedans et qui vient de l'entreprise traditionnelle, il vient du retail à l'origine. d'accord. Il est, OK. et il est incroyable, il a une vista, enfin c'est vraiment quelqu'un Bah, de très, très fort. 3e personne, laisse-moi réfléchir un instant. On a une logique ternaire en Occident, donc on réfléchit par 3. 3e personne, qui je pourrais te recommander en 3e personne? Hem, Serge Zaka, qui est un climatologue, qui est très présent sur LinkedIn. Alors il est pas exactement climatologue en fait, hein. Il est, agroclimatologue je crois. Enfin son d'accord. métier, c'est les évolutions du climat et leur impact sur l'agriculture. Et son propos est vraiment passionnant parce que via le digital, l'emploi des outils, il explique quels vont être les effets de la modification du climat sur nos vies de tous les jours. La baisse de la production du maïs, D'accord. la modification des, des exploitations agricoles en fonction des zones géographiques. Par exemple, l'Aude est en train de virer en climat semi-désertique, donc on ne pourra plus mettre de vignes, mais on pourra mettre de la lavande et on pourra mettre du thym. Donc, et il explique tout cela, et surtout, là où il est vraiment très fort, c'est qu'il l'explique avec passion, bien entendu, hein, parce que bon, mais surtout, il l'explique de manière extrêmement pédagogique. Ouais, 3 personnes que je peux te Ah, recommander. 3 c'est personnes top. très Bah, différentes.
Bon, bah, c'est top. Bah, écoute, je crois que je peux te remercier vraiment, c'était hyper intéressant. C'était un grand plaisir. Merci de ton invitation. C'était top, c'était top, je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir et beaucoup de pépites et surtout, enfin, surtout ce que tu as dit, c'est il faut penser usage. Usage, expérience client, enfin surtout, il faut penser client, il faut centrer le client, dans nos réflexions et puis aussi que c'est à la portée de tous, quoi et que ce Ouais, et si les gens veulent réussir des choses, il faut les faire. Faites les oui, choses oui, et il faut se plantez-vous lancer. et à un moment, Ouais, vous vous planterez plus. ouais, Et ouais, on se c'est retrouve ça. sur LinkedIn pour tous ceux qui le Oui, je souhaitent mets pour continuer la ouais, conversation. je mettrai tous les liens dans la Merci dans beaucoup. la bio du podcast et les gens pourront te retrouver. Je mettrai, ton LinkedIn, ta chaîne YouTube, je crois, je Ouais, sais c'est pas, je crois que sympa. tu avais d'autres choses, mais je retrouverai, tout ce que j'ai Ouais, à je suis présent un trouver et peu puis partout, mais je fais ça depuis longtemps en fait. Donc les médias oui. se sont cumulés en fait, c'est uniquement ça. Mmh. Ouais, Et ouais. Donc voilà, avec ton petit post tous les matins sur LinkedIn, comme tous les ça, matins à 7h30 sur LinkedIn exactement. voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah, écoute Jean-Philippe, je te remercie beaucoup Merci et beaucoup de ton puis, invitation. merci à tous, de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir. Et voilà, nous arrivons malheureusement à la fin de cet épisode de notre podcast sur DSI et des hommes. J'espère que vous avez trouvé cette discussion avec Jean-Philippe aussi enrichissante que moi. Et vraiment, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a pu aussi voir tous les domaines, que vous soyez une petite ou une grande entreprise. Un grand merci à Jean-Philippe pour avoir partagé son expertise et ses réflexions éclairées sur ce sujet complexe et sa constante évolution. Si vous avez des questions ou des commentaires sur cet épisode ou si vous souhaitez en savoir plus sur le travail de Jean-Philippe, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez les coordonnées de Jean-Philippe et d'autres ressources utiles dans la description de cet épisode. Pour rester informé des prochains épisodes de DSI et des hommes, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de laisser des commentaires. Vos retours sont précieux pour nous et nous aident à créer du contenu qui vous intéresse. D'ici là, restez connectés, restez curieux et continuez à innover dans le monde numérique en constante évolution. À bientôt!